Bonjour François Martin. Bonjour Louis. Vous êtes géopolitologue, essayiste, président du club HEC Géostratégie, coprésident du pôle globalisation d'HEC Alumni. Qu'est-ce Oui, que c'est ça? c'est ça. Alors il y a 45 groupes professionnels au sein de l'association HEC Alumni et moi j'ai fait une formation, enfin j'ai fait l'ESSEC au départ, mais j'ai fait l'executive MBA d'HEC qui s'appelait le CPA à l'époque. Et lorsque nous avons rejoint HEC en 2007, j'ai créé un club qui s'appelait Géostratégie parce que je voulais qu'on parle de problèmes globaux et pas simplement professionnels. Et à l'époque, on m'a dit la géopolitique, ça intéressera personne. Et c'était juste avant la crise des subprimes. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que la géopolitique intéressait tout le monde et elle intéresse tout le monde aujourd'hui. Vous parlez 6 langues, lesquelles? Je parle français, j'essaye. Je parle anglais. Je parle espagnol parce que j'ai vécu en Espagne. Je parle portugais parce que j'ai vécu au Brésil. Je parle portugais et je parle italien. J'ai appris l'italien et je parle arabe. Enfin, je parle plus très bien l'arabe parce que j'avais appris l'arabe pour entendre ce que disaient mes clients libanais, africains derrière mon dos quand ils disaient le prix vachement bon, mais dis-lui que c'est trop cher. Alors je répondais en arabe. Alors après, ils osaient plus me casser les pieds. Une carrière de 40 ans dans le commerce international de Oui, l'alimentaire, en oui, particulier donc en Afrique, 100 pays traversés. Vous êtes allé voilà. 44 fois au Nigeria. Dans mes 10 dernières années professionnelles, voilà, c'est ça. Le Nigeria, pays anglophone, géant anglophone Ouais, de tout à l'Afrique. fait. Mais avant ça, en fait, je suis totalement international parce que toutes les 2 générations précédentes, mon père, mes 2 grands-pères, tous mes oncles et les pères des épouses de toutes ces personnes sont tous de ce qu'on appelait autrefois les poncolos. Donc, ma Qu'est-ce que mère est c'est? née à Hanoï. Quand vous aviez 15,1, on vous envoyait à Bar-le-Duc. Quand vous aviez 14,9, on vous envoyait à Pointe-Noire. Voilà, c'est comme ça, selon le rang de sortie. Donc, toute ma famille, ce sont tous des Poncolos. Donc, moi, je suis né au Congo, à Dolisie, dans un village entre Brazza et Pointe-Noire. Ensuite, j'ai vécu au Sénégal. Ensuite, j'ai vécu au Maroc. Mon père est parti en Espagne, j'ai vécu en Espagne. Après, j'ai vécu au Brésil. Et après, j'ai fait 40 ans de commerce international. Donc, je n'ai fait que ça. Que se passe-t-il au Gabon, à votre avis alors? Alors, le Gabon, écoutez, c'est la suite d'un processus. Je pense que c'est moins la question du Gabon lui-même qui est importante, mais la question du processus général qu'il faut décrire et ça permet de comprendre. Alors, il y a un abcès de fixation au départ qui sont les pays du Sahel, que Bernard Lugan explique très bien parce que dans le Sahel se caractérise par des peuples du Sud qui sont des peuples sédentaires et puis des peuples du Nord qui sont des nomades. Et depuis toujours, les peuples du Nord, bien qu'étant beaucoup moins nombreux, ont harcelé, pillé et dominé les pays du Sud. Et l'indépendance, avec le vote, un homme, une voix, étant entendu qu'en Afrique, le vote est toujours ethnique, c'est-à-dire vous votez pour le candidat de votre ethnie, a donné le pouvoir définitif aux peuples du Sud, Les plus nombreux. qui étaient les plus nombreux, sans qu'ils aient jamais fait, avec notre accord tacite, aucun effort pour pouvoir intégrer les peuples du Nord, leur donner un avenir politique, etc. Or, quand le trafic des esclaves que sont les migrants, le trafic de la drogue et des armes, etc., leur a donné les moyens de leurs ambitions, à ce moment-là, c'est devenu un espèce si vous voulez, de plaie purulente. Alors, c'est ça qui a provoqué au départ les problèmes du Sahel que nous n'avons pas su résoudre parce qu'on n'y a pas mis les moyens, en fait. On pourra revenir là-dessus, Mais mais le Gabon on... n'est pas au Sahel. Alors, le Gabon n'est pas au Sahel, mais euh, disons que cette attitude que nous avons eue de protéger et de bloquer un peu dans leur développement, ça ne veut pas dire qu'on les a pillés économiquement, ça c'est pas vrai du tout. Bernard Lugan rappelle que les quantités le commerce qu'on fait avec l'Afrique est infinitésimal en fait. Donc ça, ça n'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons poussé et maintenu au pouvoir des présidents qui étaient un peu des potentats, si vous voulez. Regardez Paul Biya au Cameroun, il est là Toujours en depuis, place, toujours en place mais depuis pays très 40 stable, ans. le Cameroun. 40 ans, ça fait 40 ans. Sassou au Congo, il est là depuis, il a été là, puis après Lissouba l'a pris, puis il est revenu, mais doit faire à peu près 40 ans. Regardez,
Regardez Et Omar Bongo, ça fait 55 ans. Bongo entre lui et son fils. Regardez Yadema entre lui et son fils. Togo. Regardez le Togo. Kérékou, il n'est plus là au Bénin, mais s'il pouvait, il serait encore là. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il était déjà, le président actuel était déjà le premier ministre de Oufouette pendant des lustres. Donc, on a maintenu Quand un vous dites on, système. c'est la France. Oui, je pense, parce qu'en fait, la France a profité du système de découpage de l'indépendance qui a maintenu à l'intérieur des pays, en fait, diverses ethnies qui n'étaient pas uniformes. Alors, je ne dis pas que c'était forcément une mauvaise chose, parce qu'imaginez qu'on ait eu un pays Bambara, et puis un pays Peul, et puis un pays, etc. L'Afrique aurait été à feu et à sang tout le temps. Alors, Il fallait construire en fait des mosaïques pour éviter on les a que pas des construites, nations en fait. africaines s'affrontent. On avait les découpages administratifs de l'AOF, l'Afrique occidentale française, et de l'AEF, et ensuite on a considéré que ces découpages étaient les frontières. Donc les frontières sont particulièrement poreuses en Afrique. Moi j'ai fait justement la route entre Niamey et Kano. Bon, Niamey, Kano au Maradi, Nigeria. Zinder, Kano, tout le long, là où on risque de se battre, où on dit qu'on va se battre, à mon avis. D'abord, au nord de la frontière, c'est des Haoussas, et au sud de la frontière, c'est des Haoussas. Donc ça passe tout le temps, ça trafique tout le temps. Tout le long de la route, quand vous êtes au nord, vous avez personne ne va dans les stations-service parce que tout le monde, dans tous les villages, on vous vend de l'essence qui vient du Nigeria, qui est moins cher, et qu'on vous pompe à la bouche avec un petit tuyau pour vous mettre ça. Et le taxi de brousse qui nous emmène à Kano, il revient de Kano et il est bourré de haut en bas de bidons d'essence qui ramènent à Niamey. Donc, tout, ce n'est que du trafic. Ce n'est que du trafic. Donc, François Martin, ça voilà. c'est une caractéristique africaine pour ceux Voilà, qui c'est ça. ont la possibilité, ou Ce que je veux l'envie, dire, ou ce que je veux dire globalement, l'occasion c'est d'aller là-bas. qu'on n'a pas fait en sorte, je veux dire, les peuples africains ne demandaient pas forcément qu'on mette en place la démocratie en plus bidouillée telle que nous la concevons pour l'Afrique. Par contre, ce qu'ils demandaient, c'est du développement. Or, pour moi, qui connais très bien ces régions, il y a deux pays qui sont développés véritablement, qui sont sortis du sous-développement. Ce sont ceux où il y a eu des hommes forts à la tête. C'est Bourguiba en Tunisie et Rawlings au Ghana. Rawlings, il a dit, bon, ben maintenant, le trafic, c'est fini, il faut du développement, ça, c'est fini, tout le monde au boulot, etc., etc. Donc, le pays a suivi une trajectoire très dure, puisque dans les années 70, quand j'allais au Ghana, le Ghana était la risée de toute l'Afrique, parce que le cédi ne valait rien. Donc, tout le monde allait à la frontière pour changer le cédi, pour acheter des bons CFA. Par contre, le Togo, le Bénin étaient considérés comme des pays avancés. Et ne parlons pas de la Côte d'Ivoire. Bon, le Ghana a fait une trajectoire exceptionnelle parce qu'il y a eu Rawlings. Voilà. Et il a fusillé les 5 généraux. Il est arrivé, il les a condamnés à mort, il les a fusillés devant tout le monde. Et après, la corruption s'est arrêtée du jour au lendemain. Mais est-ce que ça ne contredit pas, François Martin, ce que vous disiez à l'instant sur les hommes forts placés par la France, les Paul Biya, les Omar Bongo? On n'a pas réellement placé des hommes forts. En tout cas, soutenus. On les a soutenus. On a soutenu plus que des hommes forts. On a soutenu des types. Mais ils auraient pu coïncider avec l'idée du développement. Ils auraient pu, mais c'est pas ce qui s'est passé en fait. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Alors, je pense que les peuples en ont marre. Et puis, je pense qu'il y a un phénomène dont nous avons parlé tout à l'heure avant l'émission, qui est important et qui rapproche en fait ce qui se passe avec ce qui se passe en Ukraine. C'est que aujourd'hui, il y a un mouvement tectonique vraiment très fort comment ça s'appelle, de multipolarisation du monde. Et en fait, on parle de multipolarisation, mais moi je pense que plutôt que de multipolarisation, il faut parler de désoccidentalisation. Et donc, Poutine, si vous regardez tous les discours de Poutine, il s'appuie tout le temps là-dessus. Il s'appuie sur le plan intérieur, sur le sauvetage de la patrie contre les Américains qui ont, je dirais, mis l'Ukraine en coupe réglée depuis 2014. Bon, je pourrais donner des détails là-dessus. Mais derrière, si l'Inde la suit, la Chine le suit, l'Afrique le suit,
Ben Salman le suit, c'est parce qu'il considère ça comme une guerre de libération par rapport à la tutelle américaine et à la poussée à l'hégémonie américaine. Voilà. Et ce qui se passe en Afrique par rapport à nous, beaucoup d'Africains le vivent d'eux-mêmes comme une guerre de libération. Alors, est-ce qu'ils feront ensuite quelque chose de leur pays? Est-ce que c'est un leurre? J'en sais rien. Mais je pense que ce que, je dirais, un certain nombre de peuples reprochent aux États-Unis, à tort ou à raison, hein, je pense que c'est ce qu'on nous reproche à nous de la même façon. Est-ce que vous mesurez, François Martin, le fait que la France a été chassée d'Afrique? Est-ce que c'est le terme exact quand Oui, on je parle pense. du Mali, du Niger et d'autres Oui, maintenant? je le pense. Alors, il faut bien préciser ce que ça veut dire chasser. Je pense que politiquement, on a fait des très grosses erreurs. Et je pense que, par exemple, au Niger, on fait des erreurs magistrales. Lesquels? Alors, par exemple, on a pris une position maximaliste en poussant la CEDEAO à intervenir. Moi, je pense depuis le début que la CEDEAO n'interviendra pas parce que s'il y a quelqu'un qui doit intervenir, c'est essentiellement le Nigeria. L'armée au Nigeria, ce sont les Haoussa principalement. Et le Mais le sud du Nigeria est membre de la Niger, CEDEAO. oui, oui, c'est ça. Donc en fait, on compterait surtout sur l'armée du Nigeria, mais ce ne sont pas les Haoussa qui sont dans l'armée, qui sont les chefs de l'armée, qui vont aller taper sur les Haoussa du Niger. Donc ça ne se fera pas. Moi, depuis le début, j'y crois pas. Alors nous, on s'est enfermé là-dedans en disant on veut le rétablissement du président Bazoum, etc., etc. Euh, les Américains étaient plus malins que nous. Ils ont dit on veut résoudre la crise. Et ils ont été voir les putschistes. Ils ont envoyé Victoria Nuland, ce que nous ne voulons pas faire. Alors, on se drape dans notre dignité offensée, alors que ça nous concerne un pays étranger qui n'est pas le nôtre. On dit l'ambassadeur ne partira pas. Je veux dire, si on voulait vraiment pousser les Nigériens au maximalisme De la rébellion. de la rébellion, il n'y avait pas mieux à faire parce qu'on va on lui a coupé l'eau, on lui a coupé l'électricité, on va mettre un millier de types autour et on va les faire hurler pendant une semaine, etc., etc. Donc, on crée nous-mêmes un accès de fixation. Il valait mieux dire attendez, on va discuter, on est l'Afrique, on va palabrer. Discuter, ça veut dire discuter avec ceux qui ont pris le pouvoir. Bah, bien sûr, bien sûr. Et puis, ça nous évitait de nous donner cette image de. Il y a beaucoup d'Africains, par-delà le fait même que légalement, ça peut être juste ou non, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que un pays qui ne se trouve pas sur leur continent donne des ordres, en fait, et veuille imposer une solution. Ils n'acceptent pas. Donc, je dirais que même si on arrivait à rétablir Bazoum, euh, le remède serait pire que le mal, parce que tout le monde dirait les Français ont poussé pour remettre leur fantoche. C'est ça que diraient les Africains. Mais Donc, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant, François Martin? Parce que ça aurait pu arriver il y a beaucoup plus longtemps que oui, ça. Ce n'est pas la première fois que la France je a des pense. accords, au moment d'ailleurs où la France avait des accords de défense aussi avec Oui, certains je États. pense. On aurait Alors, très bien pu imaginer des rébellions oui, beaucoup plus précoces. bien sûr, je pense aussi. Alors, il y a Faut-il l'attribuer à l'action de la Russie? non, je pense pas vraiment, parce que pas vraiment. Je dirais que Wagner a bien fait son travail d'intoxication, en distribuant des petits drapeaux, en disant du mal des Français, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on attendait pour faire la même chose? C'est une guerre psychologique et une guerre médiatique. On l'a même pas menée. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui est cet aspect tectonique de mondialisation qui arrive maintenant, Désoccidentalisation. voilà, c'est ça. Ça, c'est un élément qui compte. Un autre élément qui compte, c'est que le danger qui vient du Sahel est devenu plus prégnant d'une certaine façon. Et le Sahel, politiquement, ça dirige toute l'Afrique, parce que si vous avez les forces que vous avez au Sahel et les forces mafieuses qui sont au Sahel, on gagne un argent absolument incommensurable avec tous les trafics. Et le trafic des migrants n'est pas le moindre, parce que vous savez qu'un migrant qui part doit payer 2000 euros pour partir. Donc, il n'y a aucun Africain qui a 2000 euros, et il n'y a aucune famille qui a 2000 euros. C'est comment ça se passe? Ce sont les chefs de village et les groupes
mafieux de village qui disent toi tu pars. Donc c'est pas le type qui se réveille un matin qui dit voilà je pars, maman donne-moi 2 000 euros. C'est pas comme ça. C'est un trafic d'esclaves véritablement. Ils sont vendus au système mafieux. C'est comme ça que ça se passe. Et évidemment les hommes politiques touchent, les gouvernements touchent aussi, puisqu'il n'y a rien qui se passe là-bas sans que. Donc ça rend tout le système africain effroyablement corrompu, encore plus qu'il ne l'était autrefois. Donc, je pense qu'il y a cet aspect aussi, avec un certain nombre de militaires qui, eux, si ceux qui se contentent de leur paye, enfin, il y en a, qui disent on veut jeter dans le lac tous ces vieux croutons font du fric et qui ont rien développé du tout, qui sont en Grèce et que la France soutient, et nous, on veut développer notre pays. C'est ce qui s'est passé au Mali, c'est clair. On a voulu faire du Mali la vitrine de la démocratie africaine. C'est Mitterrand, au discours de la Baule, qui a changé les règles du système. Au lieu de dire, bon, on ferme les yeux, on vous laisse faire comme vous voulez, il est là, mais je veux le multipartisme, etc. Je dirais que c'est là que la pagaille a commencé, à mon C'était un avis. tournant, le discours Voilà, de la Baule. c'était un discours. Et lequel Mitterrand, d'ailleurs, qui voulait éliminer la France-Afrique, n'a eu de cesse de nommer son propre fils pour être le directeur des affaires africaines, que les Africains et les dirigeants appelaient Papa Madi. Voilà. Donc en fait, il a recréé immédiatement la France-Afrique à son propre profit. Donc, bon, mais c'est un peu anecdotique ça quand même, oui, François Martin, alors, par rapport à la dirais, situation. Qu'est-ce qui a provoqué ça aujourd'hui? Donc il y a ce mouvement de désoccidentalisation qui est aujourd'hui, et il fallait quelqu'un pour dire à l'Occident barrez-vous, et c'est aujourd'hui les Russes qui le font, et c'est pour ça que le Poutine est très bien vu en Afrique, je pense, pour cette raison-là principalement. Il y a le danger du Sahel qui a poussé un certain nombre de militaires à ruer dans les brancards pour dire on change. Et puis, il y a, je pense, une espèce de lassitude. Et puis, un élément extrêmement important, c'est nos propres erreurs. C'est-à-dire que nous, on a plus... Qui c'est Monsieur Afrique au gouvernement? Vous savez qui c'est? Vous le connaissez? Il n'y a plus de ministre de la coopération? Où il est? Comment il s'appelle? Monsieur Afrique. On devrait le connaître. Il devrait être au four et au moulin. Il devrait être partout. Qui le connaît? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Monsieur Afrique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de, etc., etc. À quoi attribuez-vous ce recul de l'influence de la France? Oui. Eh ben, je pense que c'est une certaine philosophie de gauche. Les Africains sont essentiellement des conservateurs, à tout point de vue. La famille, ça compte beaucoup. Les vieillards, ça compte énormément, etc. Et je pense que pour nos élites progressistes, en fait, profondément, ils les détestent. En fait, ils les aiment pas. Les Africains. Les Africains détestent. Nos élites progressistes n'aiment pas les Africains, fondamentalement. Donc, ils leur donnent des leçons. On leur dit en même temps, c'est notre faute parce qu'on est des méchants colonisateurs. Alors, ils disent, bon, ben, puisque vous nous le dites, c'est vrai. Et en même temps, on leur dit, c'est pas bien parce que votre élection s'est pas passée comme il faut, hein, on leur donne des leçons. Et on leur envoie le ministre des droits LGBT, vous avez entendu ça, non? Qu'on a envoyé au Cameroun. Les Camerounais ont dit, ben écoute, cher ami, prends l'avion, rentre chez toi. Et il y a un intellectuel camerounais qui a fait un article dans un journal qui a dit, écoutez, quand les Allemands viennent, ils nous proposent des formations universitaires de haut niveau. Quand les Chinois viennent, ils nous proposent des infrastructures, des routes, des ponts. Quand c'est les Russes qui viennent, ils nous proposent des formations militaires. Quand les Français viennent, ils nous proposent les droits LGBT. Alors, ça vous étonne qu'on n'aime pas la France et qu'on veuille les foutre dehors? Donc, si vous voulez, il y a eu un agenda de notre part qui a été complètement en dehors de ce dont les Africains avaient besoin. Les Africains avaient besoin de 3 choses. Du concret, du concret, du concret. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Alors, si on leur amène une idéologie alors qu'ils veulent du développement, ils nous disent on n'a pas besoin de vous. C'est voilà. L'idéologie contre le développement en fait. Hein, oui, c'est ça. Je pense qu'en grande partie c'est ça. Oui, oui. On peut résumer ça comme ça d'une certaine façon. Et moi, on m'a souvent posé la question qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis il faut revenir au concret. Je vous donne un exemple. Les Russes ont annoncé il y a quelques mois qu'ils mettaient en place une grande banque de développement pour aider à financer les infrastructures. On sait que
pour qu'un pays ou une civilisation se développe, il faut des infrastructures et de l'énergie abondante et bon marché. C'est ce que nous avons fait. Quand Henri IV a pris le pouvoir après les guerres de religion, il a trouvé une France complètement détruite. Détruite. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a voulu faire, c'est reconstruire les routes et les ponts pour que les paysans puissent produire, vendre et s'enrichir. Mais tout était cassé. Il a été voir les grandes bourgeois, qui s'étaient, je pense, largement enrichis pendant les guerres également, parce que dans les guerres, on vend tout à 1000 fois son prix. Donc, il leur a dit, mais écoutez, vous faites les routes et les ponts, vous les reconstruisez, vous mettez les péages. Donc, il a rempli la France de routes et de ponts à péage. Et ensuite, bon, vous savez ce qu'il a fait avec l'agriculture. Et en quelques années, la France était redevenue une grande puissance économique. Donc, lui savait que euh, c'est les infrastructures. L'un de mes grands-pères a fini directeur des travaux publics du Maroc. Il était le troisième personnage de l'État. Donc, ces peuples ont besoin d'infrastructures. Et nous, on est là en leur disant, ben, on va faire de l'aide au développement, on va vous donner pour les associations qui promeuvent ci, ça, Sauf la que l'aide au démocratie, développement n'a le... jamais été extrêmement élevée, hein, Non, François Martin. mais si vous voulez, le discours qui consiste à dire, bon, écoutez, le, 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 le discours sur, on peut toujours faire le bilan de la période de la colonisation, etc. C'est pas ça qui est important. Vous voulez vous développer et nous, on veut que vous développiez. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il vous faut? Voilà. Je pense que ce discours, on l'a jamais tenu. François Martin, une dernière question. Oui, Comme vous avez été dans le commerce international et oui, l'alimentaire, la oui, question ukrainienne des oui, céréales et de l'approvisionnement du c'est monde ça, par l'Ukraine, ça c'est c'est une ça. question clé. Bien sûr, c'est une question clé. Et c'est une clé où on a été très bête, encore une fois. Et je l'explique dans mon livre L'Ukraine, un basculement du monde, qu'il faut encore une fois lier à la question africaine pour la raison que je vous ai dite. C'est que au départ, en fait, si l'accord a été passé, si au départ les Ukrainiens ne pouvaient pas exporter, c'est pas parce que les Russes les empêchaient d'exporter, c'est parce que les Ukrainiens eux-mêmes avaient miné leur couloir d'accès pour empêcher que les Russes les attaquent par la mer. Donc, et l'intelligence d'Erdogan, ça a été de dire aux Russes, est-ce que vous acceptez de ne pas attaquer pendant 90 jours, 120 jours, la durée de l'accord renouvelable, si les autres déminent? Ils ont dit oui, et on leur a dit, après aux Ukrainiens, est-ce que vous acceptez d'enlever les mines? Si. Bon. Donc l'accord s'est fait là-dessus. Mais ce qui s'est passé, c'est que d'abord, alors que c'était prétendument pour l'Afrique, les pays pauvres, etc., une grande partie a été envoyée en Europe parce que, en fait, les céréales appartenaient à des grands groupes américains, les céréales ukrainiennes, puisque c'est Cargill, Monsanto, etc., qui étaient propriétaires de grandes quantités de terres ukrainiennes. Donc, en fait, les types, ils ont sorti leur propre blé pour aller le vendre au plus offrant et pas l'offrir à l'Afrique, d'une part. Et surtout, il y avait un deuxième volet de l'accord qui consistait à permettre aux Russes d'exporter leurs propres céréales, puisque les Russes est le premier exportateur mondial, bien plus que l'Ukraine. Et, et ça, les Américains et les Européens n'ont jamais accepté parce qu'ils n'ont pas permis aux bateaux de faire, etc., etc. Donc, Poutine Aujourd'hui, n'a les rien céréales dit. russes sont toujours bloquées, Oui, absolument. Donc, alors qu'elles sont destinées à l'Afrique. bah oui. Alors, si vous voulez, euh, Poutine, il a fait un argument de ça politique extraordinaire vis-à-vis des Africains. Macky Sall est allé le voir dès le début de la crise. L'accord, il lui a dit, ben écoute, moi je suis prêt même à te les donner gratos, mais faites pression sur les États-Unis et les Européens pour arrêter de bloquer leur deuxième jambe de l'accord. En plus de ça, les Ukrainiens en ont profité comme le Sud, toute la côte Sud était du coup démilitarisée de fait, puisque les Russes s'étaient engagés à ne pas attaquer par la mer. Ils ont bourré la côte de, de, euh, de, d'usines de fabrication de drones marins, comment ça s'appelle, de dépôts d'armes, etc., etc. Donc, ils ont détourné totalement l'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Poutine a dit on arrête, et il a tapé tous les à Odessa et partout. Donc, il a démilitarisé, je veux dire, totalement la zone. Et maintenant, il dit écoutez, d'abord, les Ukrainiens n'ont plus les moyens, je pense, de reminer leur couloir d'accès, puis ils ne veulent pas. Et maintenant, il a les deux fers en main. Il dit, bon, ou on remet l'accord en place, mais à ce moment-là, vous permettez à mes céréales, à moi, de sortir,
vous jouez vraiment l'accord et vous ne faites pas semblant, ou bien sinon, Odessa reste à ma main. Donc je dirais qu'il a, par le fait qu'il a arrêté momentanément l'accord, il a pris un... il est en bonne position politique. Mais pour répondre à votre question, surtout, il s'est mis les pays africains dans la poche. Il dit, regardez, ce sont ceux qui devraient permettre que nous envoyions les céréales. Comme ils veulent protéger les céréaliers américains parce que ça fait monter les prix, en fait, ils nous empêchent de vous donner les céréales alors qu'on vous les donne gratuitement. Donc, les Africains sont furieux contre qui? Contre les États-Unis. Merci François Voilà. Martin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. Merci pour cette interview.